Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus donc, dans ce direct qui est organisé donc, par la Fondation UVED, qui pilote le pôle national de ressources pédagogiques TEDS. Donc, ce webinaire, pour rappel, fait partie d'un cycle de directs des enseignants que mène UVED et qui fait suite à la publication de différents rapports et aux notes de cadrage et préconisations donc, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Alors en ce qui concerne les thématiques qui sont abordées tout au long de ce cycle de direct, UVED reprend les propositions qui ont été faites en 2023 dans la note de cadrage et de préconisation, donc ad hoc, pour la formation des étudiants de premier cycle à la transition écologique pour un développement soutenable. Mais à chacune de ces thématiques sont également associées des compétences TEDS. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une intervention centrée justement sur le renforcement d'une compétence en particulier que l'on retrouve sous différentes appellations. Envisager des avenirs durables, si je prends le référentiel de compétences du Green Comp, se projeter dans l'avenir, si je m'en réfère au socle commun du VED, etc. Et donc vraiment présente dans l'ensemble des référentiels liés à la transition, cette compétence occupe vraiment une place centrale aujourd'hui dans les enseignements de la TEDS. Alors pour ce nouvel événement, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Afriat, qui va nous faire une présentation sur le thème Penser le futur. Et il y aura ensuite un temps d'échange avec vous sur la base des questions que vous pourrez lui poser, alors non pas à l'oral, mais en utilisant le fil de discussion de ce webinaire. Et bien sûr, nous relayerons ces questions à notre intervenante. À toi, Vincent. Merci Delphine. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Christine Afria, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Et avant de vous laisser la parole, je vais bien sûr rapidement vous présenter. Alors vous êtes docteur en sciences économiques, ancienne vice-présidente de la Société française de prospective, et vous avez fait toute votre carrière au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, par exemple, prenons un exemple, vous avez été responsable de la prospective sociale et territoriale au sein du Centre d'études et de prospective qui était alors dirigé par Thierry Gaudin. Alors, un de vos domaines de spécialisation concerne l'évolution des métiers et des compétences, et vous êtes actuellement membre du comité de pilotage du réseau Emploi Compétences piloté par le Haut Commissariat à la stratégie et au plan. Alors, ces réflexions, ces responsabilités dont je viens de parler, elles se sont traduites par de multiples ouvrages. J'en mentionnerai simplement deux. Le premier, c'est La Grande Transition de l'Humanité, paru en 2018 aux éditions Philippe. Et le second ouvrage que je voulais mentionner, c'était Le travail demain, pardon, signification, scénario et bifurcation, paru chez East Group, et ce en 2023. Voilà, je vais vous laisser la parole, Christine. J'invite bien sûr tous les participants à veiller à ce que leur micro soit bien coupé. Et Christine, je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange. Bonne présentation. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et tous. La première chose que je voudrais quand même faire, rapidement bien sûr, c'est de présenter la Société française de prospective. Donc, elle a été créée en 2013 et elle a 4 grands objectifs. Le premier, c'est d'être un espace de dialogue entre les prospectivistes, la société civile, les institutions et les acteurs économiques. C'est en fait une ambition de devenir une sorte de maison commune pour rassembler les communautés de prospectivisme, mais aussi les acteurs ou les individus qui ont une importance pour penser le futur. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'être un acteur du renouvellement de la pensée prospective française. Et c'est pour ça que nous sommes à l'heure actuelle en train de mettre en place un groupe enfin, qui est déjà ouvert depuis un moment, un groupe de réflexion sur prospective de la prospective, c'est-à-dire de regarder comment la prospective d'aujourd'hui est amenée à se repenser à l'aune des grands changements de la société. Troisième objectif, c'est de agir en vue de la reconnaissance de la prospective en tant que professionnel et pour un développement de la qualité des travaux de la prospective. Et enfin, c'est constituer une société savante en charge de faire avancer dans le domaine de la prospective une manière scientifique et reconnue de, effectivement, cette démarche. Voilà, donc je voulais juste rappeler ces éléments-là.
Alors, donc, on commence. Ah, alors, déjà, ça commence bien. Ah oui, d'accord, voilà. Donc, ce qui est important, je voulais d'abord, dans un premier temps, rappeler que de tout temps, l'homme s'est intéressé à l'avenir. L'humanité, en fait, n'a pas attendu l'arrivée de la prospective pour s'intéresser au futur et à l'avenir. Rappelons le rôle majeur, par exemple, qu'a joué la divination dans toute l'Antiquité. Rappelons aussi que la littérature d'anticipation a connu un grand essor à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle et que la frontière n'est pas toujours facile à établir entre l'utopie, la littérature d'anticipation et le genre nouveau de la science-fiction qui vise à décrire l'évolution du futur de la société, le plus souvent sur l'effet du progrès technique. Et je voudrais faire référence à un travail important de Francis Château-Renaud, qui était recteur d'études de l'EHSS et qui propose une typologie extrêmement précise et très utile de toutes ces prises du possible sur le futur, allant de la prophétie à la science-fiction et enfin, bien sûr, à la prospective. Pardon, dans l'autre sens, ça serait mieux. Donc, aux origines du mot prospective, bon, commençons par là. Prospective dérive directement du latin tardif prospectivus, qui permet de voir lui-même, de voir loin, d'offrir une perspective. Lui-même prospecere, regarde en avant, au loin, discerner. Historiquement, cet adjectif qualifie ce qui est tourné vers l'avenir. On parle ainsi de regard prospectif, d'un état d'esprit prospectif, comme le dit souvent Gaston Berger, ou d'une attitude, une approche prospective des enjeux. La prospective est déjà connue à la Renaissance au sens de faculté de prévoir. André Burger, dans son lexique complet, rattache la prospective à d'autres facultés, comme l'estimative, faculté de former le jugement de valeur, la formative, faculté de former des concepts ou des idées, et la simulative, faculté de comparer. Ce que disent les prospectivistes. Alors, je ne vais peut-être pas tout dire puisque vous avez sous les yeux effectivement les phrases de grands penseurs comme Gaston Berger, prendre l'attitude prospective, c'est se préparer à faire, ou une démarche qui vise d'une manière rationnelle, créative et holistique à se préparer aujourd'hui à demain, comme Hélène van Vredwitch, une discipline intellectuelle de Michel Godet, ou encore la construction d'un récit crédible sur l'avenir de Thierry Gaudin. Ce qui est important surtout de souligner, c'est que la prospective est une approche du futur qui se veut aussi rationnelle que possible, tournée vers l'action et qui considère que l'avenir, ça c'est important, n'est pas déterminé à l'avance, qui n'est ni un simple prolongement du passé, ni la conséquence d'un déterminisme historique, mais est fondamentalement un domaine de liberté et donc il peut être construit. Science, discipline, aucun des deux. Ça m'a paru important quand même de déjà positionner la prospective. Alors, en termes de science, par définition, il ne peut y avoir de connaissances certaines du futur. Donc, cela signifie que la prospective ne peut être une science. Mais toutefois, il faut se dire que, s'appuyant sur les gemmes du futur comme l'histoire s'appuie sur les traces du passé, la prospective, dans sa dimension étude du futur, construit des histoires de futur possibles, s'apparentant au récit des histoires sur le passé. S'appuyant ensuite sur le fait que la prospective constitue une aide à la décision, donc c'est une prospective qui doit être opérationnelle, on peut considérer que ces apports théoriques et pratiques s'inscrivent dans le champ du processus de décision. Par contre, par nature transdisciplinaire, la prospective a-t-elle vocation à être une discipline? Eh bien là, la discussion est ouverte et peut-être qu'on en parlera ensemble après, dans le temps d'échange. La prospective ou les études du futur ne sont pas reconnues en France comme une discipline. Pourtant, depuis une soixantaine d'années, les études sur le futur se sont développées, professionnalisées, outillées. Il existe un corpus non négligeable de travaux théoriques et d'application. L'ensemble pourrait donc être considéré comme un champ disciplinaire. Mais si la prospective n'est pas aujourd'hui considérée comme une discipline, elle dispose de l'ensemble d'attributs extrêmement importants. Et ce statut non scientifique impose alors le choix d'une méthodologie permettant de garantir que l'exercice prospectif repose bien sur des bases construites et fiables.
Une vision du futur qui laisse une place importante au débat. Ça, c'est important de le rappeler. Ce n'est pas de la prophétie, ce n'est pas une prévision. La prospérité n'a pas pour objet de dévoiler l'avenir, comme il s'agit d'une histoire déjà pensée, mais de nous aider à le construire. Il faut donc la bâtir et l'inventer. Il s'agit de refuser les déterminismes et de s'intéresser à tous les futurs possibles et pas simplement probables, d'en imaginer de plusieurs, de contribuer à ouvrir les marges de manœuvre pour l'avenir. Ce pari sur la liberté de choix pose la question de la participation à ces travaux, et on en parlera ultérieurement, car pour Bertrand de Jouvenel, un des penseurs de la prospective française avec Gaston Berger, elle est indissociable d'une mise en débat public des hypothèses proposées par le futur. Alors j'ai repris effectivement un élément très important de Gaston Berger qui est il faut avoir une attitude d'esprit face à l'avenir. Il faut voir loin, il faut voir large, il faut analyser en profondeur, il faut prendre des risques et surtout penser à l'homme. Effectivement, Gaston Berger retenait ces 4 principes pour présenter sa démarche prospective et je voudrais insister sur la prise de risque. Il n'y a guère à calculer des projections ni à formuler des plans à très court terme sans prendre de risques. Il y en a point davantage à spéculer sur le futur éloigné. Mais il y en a en revanche à tenter de scruter d'un même regard à la fois le passé, le présent et l'avenir, en les mêlant les uns entre les autres. C'est pour ça qu'en prospective, les temporalités sont extrêmement importantes, de façon à faire une vision tout à la fois globale et ordonnée des événements et des hommes. C'est là la vision de la prospective. La démarche prospective. Alors, aujourd'hui, on parle effectivement plus de démarche que d'habitude, et ce qui correspond effectivement à l'évolution de ces pratiques qui lient anticipation, association des parties prenantes. Alors, association des parties prenantes, c'est les citoyens, c'est les acteurs économiques, c'est les institutions, c'est aussi les experts, et la préparation de l'action. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans les politiques publiques, dans des définitions stratégiques pour les entreprises, dans une approche d'innovation sociétale. Donc, c'est une démarche, et ça c'est important de bien l'avoir à l'esprit, d'ici pluridisciplinaire, systémique, qui intègre la dimension du temps long, passé et à venir. C'est d'une analyse qui débute par un bilan le plus précis possible de l'état actuel et passé du système qu'on doit étudier, comme de sa dynamique, et c'est ce qu'on appelle la rétrospective, c'est-à-dire que toute démarche prospective doit démarrer par un diagnostic. Et c'est une démarche qui intègre les ruptures. En effet, la prospective s'engage dans un exercice de réflexion exigeant, centré sur l'avenir lointain, pluridisciplinaire, comme je l'ai dit, systémique, s'attachant à dévoiler les structures et dynamiques cachées, centré sur les discontinuités et donateur de sens et de liberté, et ceci dans une conception de l'homme, c'est-à-dire que l'homme a une place extrêmement importante dans ces exercices. La prospective comprend une part de recherche, de réflexion, d'études sur le futur, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est important aussi de voir, c'est qu'elle doit aussi s'orienter vers une finalité qui est l'aide à la décision dans un monde d'incertitude. Il doit permettre la prise de décision. Alors, qu'est-ce que veut dire la notion d'aide à la décision? D'une façon large, ces démarches de prospective peuvent soit de façon classique préparer des options stratégiques possibles pour un décideur, comme un président, un PDG ou les pouvoirs publics, mais elles peuvent aussi favoriser des changements de représentation d'un ensemble d'acteurs impliqués dans une problématique, ainsi de favoriser l'émergence de nouvelles réponses et de nouvelles données. Alors, maintenant, par rapport à l'histoire, alors je vais aller un petit peu plus vite, mais ce qui est important, c'est quand même de rappeler que cette prospective, en tout cas dans une approche conception française, s'est structurée à partir des années 40, 45, 50, période qui, selon Bernard Caze, notamment dans un ouvrage qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, qui s'appelle Histoire des futurs, a connu un double processus de professionnalisation et d'institutionnalisation de cette pratique. Depuis, celle-ci évolue en fonction du contexte, des cultures, des outils disponibles dans d'autres disciplines. Mais la prospective, telle que nous la pratiquons aujourd'hui, s'est développée essentiellement depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, après 1945, la France était en pleine reconstruction. Elle était dirigée par son administration qui contrôlait l'ensemble des politiques publiques et de ce fait, elle devait établir des plans. C'est pour ça que le Commissariat général du plan a été créé
et a eu un rôle extrêmement important pour pouvoir identifier et notamment déterminer une méthodologie de la prospective, notamment par ce qu'on appelait les contrats de plan. Et le premier, c'était Pierre Massé qui, en tant que commissaire, l'avait mis en évidence. Mais la prospective, qui émane à la fois de l'état planificateur, mais aussi d'initiatives d'acteurs, notamment économiques, est à l'origine de collectifs de prospective, progressivement. Notamment Bertrand de Jouvenel insistait beaucoup sur ce qu'il appelait les écoles de futur. Il faut donc, à l'époque, en tout cas dans la première période de la prospective, une articulation entre la planification, qui permet à l'aide des analyses à moyen terme une interrogation sur l'avenir de l'homme, et de la prospective, qui, en permettant la focalisation sur des projets futurs, facilite les décisions à prendre dans le présent. Et donc, c'est ce qu'on a appelé la planification économique. Ça, c'était le premier temps de la prospective. Puis, progressivement, la prospective va prendre d'autres formes, beaucoup plus diffuses, mais aussi en essayant de mettre en place une nouvelle méthodologie. À partir du moment où les grandes commandes publiques ont commencé à s'essouffler, on voit arriver la montée en puissance d'acteurs privés, comme des grandes entreprises comme EDF, General Electric, L'Oréal, Shell, l'ACEMA, qui vont s'emparer de la prospective comme outil d'aide à l'élaboration de leur stratégie. C'est pour ça que Michel Godet parlait beaucoup de prospective stratégique. Donc la crise des années 70 et donc la fin de la guerre froide va entraîner une baisse de la demande de prospective dans les organismes internationaux, mais aussi dans les organismes publics. En fait, dans la plupart des ministères, alors qu'il y avait des départements de prospective, progressivement, ils vont se diluter et on a moins des grands projets à l'échelle internationale. Et en France, on voit progressivement le commissaire général du plan comme la DATAR qui en fait devait porter une prospective territoriale et notamment aider à l'élaboration des contrats de plan État-région, va perdre cette fonction de planification à partir des années 90 et on va progressivement voir d'autres acteurs prendre en main l'approche prospective qui sont les collectivités territoriales et la mise en évidence de la prospective territoriale va se développer pour aider l'élaboration des politiques publiques régionales et locales. Et c'est à partir de cette période des années 90 que va se développer ce qu'on appelle une prospective participative qui va permettre notamment à la société civile d'introduire et de participer à ces exercices de prospective. Pour les années 2010, c'est la dernière période à peu près de la prospective, en fait, on voit apparaître différentes approches. Notamment, ce qui est important, c'est le contexte dans lequel cette prospective va se développer. Depuis le début des années 2010 à peu près, on voit arriver le terme de transition qui se développe de plus en plus. Ces transitions qui peuvent être de nature différente, c'est-à-dire soit des numériques, soit écologiques ou climatiques, on parle de transition climatique, démographique, avec la prise en compte du vieillissement, qui atteignent généralement des nouvelles tendances et qui affichent aussi de nouveaux moyens pour les atteindre. Donc, on voit apparaître de nouvelles formes d'orchestration de l'action publique dans le temps long, comme a pu l'être la planification à l'époque. L'accompagnement ou l'organisation de ces transitions est le support de nombreux travaux de prospective, notamment dans le domaine de l'environnement, les travaux sur le climat, les ressources, de l'énergie, mais aussi dans d'autres domaines, notamment les domaines de la société, comme la réflexion sur la transition démographique et notamment le travail de Yannick Blanc de Futurib qui porte sur une nouvelle approche démocratique, le Léviathan, et nouveau rôle de l'État-nation. Le thème de la transition favorise le renforcement des liens entre l'exploration des possibles et la fabrique du souhaitable. Depuis quelques décennies, ce sont des dialogues plus approfondis entre les acteurs, les citoyens, pour explorer des réponses possibles aux grandes transitions. Et à partir de là, on voit apparaître de nouvelles approches de la prospective, notamment par ce qu'on appelle les imaginaires, notamment par ce qu'on appelle la design fiction ou par ce qu'on appelle la littératie, et qui vont être portés par de nouvelles organismes qui sont plutôt des organes de labs, d'innovation verte ou de fabrique du futur, notamment, par exemple, l'Institut des futurs souhaitables, piloté par Mathieu Baudin. Et ces travaux de prospective recouvrent ainsi plus d'approches des récits, de l'imaginaire, et qui sont moins structurés comme pouvait l'être la prospective dans ses premières étapes de développement. Donc,
La plupart des responsables aujourd'hui se trouvent en fait face à un paradoxe, l'obligation de se projeter en univers non seulement prévisible, mais surtout de plus en plus incertain, imprévisible, et notamment concomitante à la nécessité de prendre des décisions qui engagent l'avenir par rapport aux politiques publiques ou par rapport aux stratégies des entreprises, qui vont introduire la notion de risque et la notion de se préparer aux crises, et surtout les anticiper. Par rapport à ça, je ferai une petite digression en disant que la crise du Covid, notamment la montée en puissance de cette pandémie, avait été annoncée depuis très longtemps par un certain nombre de travaux de prospective, notamment américains. Mais le problème, c'est que, et c'est là où on peut faire le lien avec la prise de décision, c'est qu'en fait, lorsque ces travaux de prospective ne rentrent pas finalement dans une approche d'évolution culturelle, ils ont du mal à être audibles et entendus, notamment par les décideurs qui ont tendance à se dire oui, peut-être que ça peut arriver, mais pour l'instant, nous sommes plutôt dans une dynamique du court terme, de l'instantabilité, et donc du coup, on a du mal à les prendre en compte. Et on voit après les conséquences que ça peut donner, comme on l'a vécu à partir de 2020. Le corpus de la prospective, donc, s'est enrichi depuis 70 ans et offre une nouvelle palette d'approches et de techniques de plus en plus large et qu'on pourra peut-être évoquer au moment des échanges. À partir de là, parce que là, c'est plutôt une approche un peu théorique ou présente, méthodologique et puis surtout théorique de la prospective, je vais vous donner un exemple pour illustrer un petit peu effectivement que veut dire cet exercice et comment on peut mettre en place un exercice de prospective en prenant l'exemple de Vision 2100, qui est un exercice que nous sommes en train de finaliser, de réinterroger lieu dans les années 90, que peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle l'exercice 2100, récit du premier siècle, qui était piloté par Thierry Gaudin du Centre de prospective études et qui répondait à une commande de Hubert Curien, qui à l'époque était le ministre de la Recherche et de la Technologie, et qui a fait l'objet pendant 2 ans de cet exercice a duré 2 ans. Et cet exercice avait comme constat, la nature est remplacée par une technonature qui, au fil du temps, n'a fait que croître. Premier constat. L'objectif, c'était de réconcilier l'humain et la technique, fil directeur de l'exercice, et une certitude, l'urgence de dépasser la vision utilitariste, car les rapports de l'homme avec la matière, l'énergie, le temps et le vivant ne reposent pas sur elle. Et une alerte, enfin, sortir de ce monde en profond déséquilibre. Donc nous avons eu envie de réactualiser ce récit, sachant que lorsque nous avons commencé à faire ce travail avec la Fondation 2100, la Société française de prospective et l'Université de la pluralité, nous n'avions bien sûr pas les mêmes moyens que, à l'époque, le ministère avait pu mobiliser, mais nous avions d'autres outils qui sont notamment liés à la possibilité de travailler par Internet avec une recherche de collection de l'information sur l'ensemble du monde. Et nous avons mobilisé aussi des étudiants qui pouvaient effectivement, dans une école linguiste, avaient avaient la maîtrise de l'ensemble des langues, ce qui nous a permis de rassembler un ensemble de matériaux produits dans le cadre des organismes internationaux. Et ce qui nous a paru important, c'est de partir du constat que l'humanité est à l'amorce d'un grand tournant. Au moins 10 000 ans, fin de la dernière grande glaciation, l'humanité n'a pas connu un bouleversement de son milieu naturel aussi important que ce qui se profile avec le changement climatique. Que deuxièmement, la mise en question de la civilisation industrielle est en train d'apparaître du fait de son inadaptation au changement climatique et du fait aussi que surgissent des technologies qui transforment profondément la nature et l'humain. Ce qui est important de voir, je fais un petit rappel, dans l'exercice de prospective récit du prochain siècle, nous avons commencé par réinterroger cet exercice et nous l'avons relu à l'aune de nos lunettes de 2023. Eh bien, on s'est aperçu que tout ce qui avait été analysé dans le diagnostic de départ était complètement d'actualisé
d'actualité et était extrêmement bien anticipé. La seule chose qui n'avait pas été vue à l'époque, c'est la montée en puissance de l'intelligence artificielle et surtout du numérique. Et donc, c'est le point sur lequel nous avions eu envie de mettre une déferlante plus importante. Et qu'enfin, d'un point de vue géopolitique, la remise en cause d'un ordre du monde dominé par l'Occident depuis la Renaissance. Notre question et notre interrogation, c'était alors de se demander comment l'humanité va-t-elle faire face aux défis qui se profilent. Humanité dont les populations semblent soit incapables de changer leurs habitudes de vie, incapables de sortir des addictions au pouvoir, à l'argent et à la guerre, mais d'un autre côté, humanité qui peut être aussi capable d'apprentissage, de réinvention, de métamorphose. Donc il était important pour nous de nous demander ce qui va se passer au fil du siècle et au-delà, en dépit de la difficulté d'un exercice sur le siècle en tant que tel. Il faut savoir que, en fait, la plupart des exercices de prospective, en général, ont comme temporalité 2050. Sachant que même 2050, c'est déjà pas mal, d'autres exercices de prospective, notamment dans les entreprises, sont dans ce qu'on appelle du très court terme, parce que c'est 2-3 ans. Ça ne va jamais au-delà. Nous avons choisi ce temps long parce qu'il y a très peu d'exercices de prospective sur ce temps long, mais surtout parce que cette temporalité est un moyen d'explorer des futurs inconnus, plausibles ou imaginaires, et de mettre surtout l'accent sur des bifurcations possibles. C'est-à-dire que le monde ne peut pas être toujours pensé d'un point de vue linéaire, comme si les choses allaient évoluer tranquillement, mais surtout d'introduire des éléments de rupture et surtout des grandes mutations culturelles. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire. Pour cela, nous avons retenu la méthode qui pour nous est une métaméthode, CAP, c'est-à-dire comprendre, anticiper, proposer. Donc, c'est 3 grands temps que nous allons développer. Le premier temps, comprendre, c'est celui qui porte sur un diagnostic. Et ce diagnostic, nous l'avons focalisé sur des mégatrends qui vont influencer le devenir des sociétés humaines. On a donc identifié un ensemble de mégatrends que je vais vous présenter et on essaie de dessiner des cartes d'évolution. Dans la phase 2, on a essayé d'esquisser des scénarios. Donc, nous sommes restés sur la méthode des scénarios, non pas du récit, pour essayer de voir ce qui allait arriver à l'humanité. Et nous avons identifié soit des scénarios positifs ou souhaitables, soit des scénarios négatifs à éviter. Pour la phase comprendre, eh bien, nous sommes partis sur 2 éléments. Premièrement, c'est l'humanité sous pression. Donc, pour ça, nous sommes partis du principe que 2 vagues vont bousculer l'humanité au fil du siècle. La première est celle du changement climatique. Il transforme les environnements et les conditions de vie des populations. Il va rendre des zones inhabitables du fait de très fortes températures combinées avec des humidités excessives, notamment dans les régions intertropicales, mais il va rendre aussi d'autres zones habitables du fait du réchauffement, notamment dans l'Arctique ou la Sibérie. Il risque de provoquer une fonte rapide des pôles qui engendrerait une forte montée des mers, et l'humanité va être en quelque sorte dépaysée au sens propre du terme. Première déferlante, donc, l'humanité sous pression, la planète, dérèglement et basculement. Deuxième déferlante, c'est la révolution technologique, d'une ampleur et d'une vitesse inédite dans l'histoire humaine. Les progrès dans le numérique et l'intelligence artificielle, la biologie et la génétique, les nanotechnologies, entre autres, transformeront en profondeur les corps et les esprits. Il y a des risques donc non négligeables que les pouvoirs étatiques ou privés utilisent ces technologies surpuissantes pour manipuler la société. Et sur un autre plan anthropologique, il y a une accélération de l'artificialisation de l'humain et de la nature, et on peut s'interroger sur la capacité de l'humanité à garder la maîtrise de cette évolution. Donc, premier élément, l'humanité sous pression. Deuxième élément, un monde en recomposition. Tout d'abord du fait de l'évolution de la démographie. Il est important de voir qu'à la fin du siècle, la population mondiale sera sur le déclin. Après avoir atteint un pic d'environ 10 milliards vers 2080, conséquence de la baisse de la fécondité dans la plupart des sociétés. Alors ça, c'est un élément nouveau, parce que quand nous avions rédigé le récit du XXIe siècle, nous étions sur une montée progressive de la démographie, et là,
en fait, les dernières études démographiques montrent que nous allons plutôt avoir une décélération de la population mondiale. La deuxième chose, c'est qu'il va en résulter une part aussi d'un vieillissement de la population mondiale et deuxièmement, d'un déséquilibre grandissant entre le nord et le sud. S'en suivront d'importantes migrations et un métissage progressif des populations qui nécessitera des ajustements entre les cultures. Le deuxième facteur est celui de la géopolitique, c'est-à-dire notamment la montée en puissance des conflits et surtout le retour de la notion de la guerre, en tout cas dans notre espace européen. On assiste à la fois donc à une montée de la conflictualité dans le monde et d'un autre côté, le fait que ces conflits se multiplient autour de la planète et pourraient s'aggraver en intensité et en nombre, notamment à cause des pénuries et des ressources. Par ailleurs, on constate une confrontation de plus en plus importante entre l'Occident et d'autres puissances eurasiatiques comme la Chine et la Russie, qui prend de plus en plus d'ampleur, tandis que ce qu'on appelle le Sud global, là on peut discuter sur ce concept de Sud global, prend plutôt parti pour ces dernières, c'est-à-dire ces puissances eurasiatiques, et on se rentrerait dans un monde multipolaire. À partir de là, nous avons essayé de regarder comment les sociétés rentraient en transition. Et nous avons retenu trois grands trends: les politiques, l'économie et la société. Sur le plan politique, parallèlement au recul de l'Occident, on constate une érosion des régimes démocratiques et une montée en puissance des régimes autoritaires. Les premiers devront se renouveler pour retrouver force et attraction, et les seconds, il faut bien voir qu'ils ne sont pas à l'abri de déstabilisation. De plus, si l'État-nation demeure, il nous semble en tout cas, demeurera l'acteur principal des relations internationales et de la régulation des sociétés, il semble devoir être affaibli par des évolutions à plusieurs niveaux. Je pourrais même dire, au lieu de dire d'évolution à plusieurs niveaux, plutôt par le jeu de différents acteurs, des alliances au niveau supranational, de l'autonomisation de certains territoires et la montée en puissance de firmes multinationales, comme par exemple met en évidence Marie-Christine Cailleul, qui est présidente du laboratoire européen d'anticipation politique, qui parle de montée en puissance de méta-entreprises. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui aux États-Unis, notamment avec le rôle des GAFA, peut effectivement nous interpeller par rapport à ce nouvel acteur et notamment cette puissance qu'il peut avoir par rapport au rôle de régulation de l'État. Sur le plan économique, après la globalisation des années 80-2010, l'économie mondiale s'est progressivement fragmentée, tandis que se profilent des crises financières, géopolitiques, climatiques, sanitaires. Les pays développent des stratégies de souveraineté autour des technologies énergétiques et numériques, et les territoires s'efforcent de renforcer leur capacité de résilience. Ce genre de terme, nous pensons que la croissance mondiale devrait être atone. Les réserves de croissance des principales économies, États-Unis, Chine, Europe, s'épuisent progressivement du fait de la baisse des populations actives. Et du côté culturel et anthropologique, enfin ce qui tourne autour de la société, les grands blocs civilisationnels conservent leur spécificité, mais on va assister à une certaine convergence des valeurs. Les pays moins développés accèdent progressivement à une forme de modernité, tant que dans les mœurs que les structures sociales, tandis que dans les pays les plus développés, on tempère les poussées d'individualisme et les transformations sociales qu'ils entraînent, et de nouveaux rapports, c'est la partie anthropologique, à l'environnement, au vivant, à la mort, au genre, se développeront en liaison avec de nouveaux modes de vie. Voilà pour la partie comprendre, donc l'élément de diagnostic. Puis nous avons essayé d'entrer dans la phase anticipation en choisissant d'identifier des scénarios. Donc, nous en avons identifié deux sortes. Les premiers supposent que les peuples adoptent dans leur ensemble ou leur grande majorité des comportements avec des postures proactives et transformatives face aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Les seconds, au contraire, reposent sur des hypothèses de comportement de repli et d'inertie. Et pour construire ces scénarios, vous verrez, on en a retenu 5. On pense que ces cheminements vont être conduits par des comportements liés à des bifurcations. Et ces bifurcations, nous en avons retenu 2.
Alors, nous sommes partis de 2025, 2040 et la fin de 2060. Et du coup, ça nous donne des trajectoires, en fait, c'est des dynamiques de comportement d'acteurs qui va nous permettre de construire le contenu de nos scénarios. Et donc, nous avons regardé les trajectoires en identifiant des scénarios possibles et surtout en les retenant en fonction de la force des flèches qui pouvaient avoir un poids différent entre 3 et 1 de façon à construire ces scénarios. Et du coup, nous avons retenu 5 scénarios. Le premier, du technosolutionnisme au techno-humanisme. Alors, c'est tout simple, ce scénario, en fait, c'est le premier scénario qu'on a appelé techno-humanisme plutôt, hein, qui s'inscrit dans la ligne solutionnisme et qui domine aujourd'hui. Là, on peut dire que c'est un peu le scénario au fil de l'eau, hein, de certaine manière. Cette posture proactive ne remet pas en cause les modes de production et de consommation. On fait confiance à la technologie, car on pense que c'est elle qui va limiter le changement climatique à une température acceptable, moins de 2 degrés. C'est le premier scénario. Je vais très vite parce que je vois que le temps file. Deuxième scénario, de l'anthropocène au symbiocène. Ce second scénario part de l'hypothèse d'une forte dégradation des conditions climatiques et repose sur une posture résolument transformatiste des modes de vie et de gouvernance des sociétés, et repose aussi sur la conviction que ni la décroissance ni le technosolutionnisme ne peuvent contribuer à apporter des réponses adaptées et qu'une bifurcation vers de nouvelles transformations plus radicales devient urgente. Il ne s'agit pas de s'opposer aux innovations technologiques, mais d'en orienter les usages, d'en circonscrire les limites et surtout d'en relativiser le rôle central. Donc la conviction est qu'on passerait et qu'il serait nécessaire de sortir de l'anthropocène pour aller vers ce qu'on a appelé le symbiocène. Alors, symbiocène, c'est un terme qui a été proposé par Glenn Albrecht et qui propose un nouveau contrat avec la nature. Il ne s'agit pas plus seulement de protéger certaines espèces ou espaces, mais de penser les activités humaines en interaction étroite et en symbiose avec elles. Troisième scénario, un monde pluriel surarmé. Là, on voit de plus en plus des turbulences d'événements, à la fois météorologiques extrêmes, des crises économiques et financières, des conflits sociaux de plus en plus violents, qui vont amener les États à renforcer le repli pour des raisons de sûreté nationale et donc à revenir vers des mondes de forteresses avec de puissants États autonomes dans la défense de leurs intérêts et des États vassaux qui échangent leur pérennité, voire leur survie, contre un alignement politique envers l'État protecteur, c'est-à-dire qu'ils attendent une protection des États les plus puissants. On glisse donc vers un monde pluriel surarmé. Le quatrième scénario est une planète partiellement effondrée. Alors, ce scénario, je n'ai pas le temps de montrer, mais en fait, en fonction des espaces dans le monde, il peut être totalement différent. Il n'y a pas un effondrement total. Les comportements d'inertie, laissant aller les choses au fil de l'eau, prennent la forme de la procrastination. Et ce quatrième scénario présente la dérive de comportements d'inertie qui se prolonge au-delà du milieu du siècle. De vastes zones de la planète deviennent inhabitables du fait des retards pris dans les politiques de lutte contre le changement climatique, tant d'atténuation que d'adaptation, et les effondrements locaux et régionaux se multiplient. En lisière de ces zones sont installés des grands camps de migrants et des lambeaux d'État tenus par des mafias. Et enfin, le dernier scénario, techno-asservissement, c'est celui qui part du principe que les décideurs prennent conscience qu'il n'y a pas de planète B. Les États et les grandes entreprises se ressentent sur les ressources finies de la Terre, avec l'obsession de l'accès aux ressources vitales et surtout de la maîtrise des technologies déterminantes du futur. Des oligopoles politico-économiques dont les GAFAM sont l'emblème actuel s'emparent d'une partie des pouvoirs politiques grâce à la technologie. Cette emprise s'appuie sur des technologies omnipuissantes, notamment celles de l'hypersurveillance et de toutes les sciences qui en sous-tendent les développements. C'est la conséquence de dérive d'un maximalisme technologique échappant à toute régulation ou autocontrôle, comme dans la mise en point de systèmes d'IA génératifs capables de se répliquer spontanément sans atteindre une autorisation humaine. C'est un petit peu le choix qu'a fait
Harari Yuval Noah dans son dernier ouvrage Nexus. Par rapport à cette deuxième phase, l'anticipation, présenter des scénarios, on a une dernière phase qui est proposée, c'est-à-dire on essaie de mettre en évidence un certain nombre de recommandations en espérant qu'effectivement les acteurs politiques ou même les acteurs économiques puissent en parler. Et ils sont de 3 ordres: protection du biotope, contrôle de la technologie, culture de la paix. Voilà. Bon, je vous laisse lire peut-être parce que je vois que malheureusement, c'est un temps imparti un peu court dans cet exposé. On est obligé d'aller très très vite. Et du coup, je terminais simplement par vos présentations, mais d'une certaine manière, ça a été dit par Vincent, exercices de prospective qui ont été conduits par la Société française de prospective, qui ont donné lieu à la publication. Mais nous avons un site Société française de prospective, où vous avez l'ensemble de nos travaux que nous avons effectivement élaborés depuis finalement 2013. Voilà. Je vous remercie. Bon, j'espère que ça a été audible. C'était tout à fait audible. Concernant le temps, le respect du temps, c'était parfait également. Merci beaucoup, Christine. Alors, je pense qu'on vous a beaucoup écouté. Je ne vois pas encore beaucoup de réactions, mais quand même, les premières arrivent. Alors, une question pour commencer. Vous avez évoqué la première version du travail 2100. Où est-ce qu'on peut accéder à ce travail ou à ces grandes hypothèses ou à ces grandes conclusions? Alors, 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que si vous allez sur le site de la Fondation 2100, vous retrouverez effectivement cet ouvrage et l'ensemble des corpus qui avaient permis d'élaborer ce grand rapport qui avait été porté par le ministère de la Recherche et de la Technologie. Sinon, en lien avec Vision 2100 que je vous ai présenté, je viens de vous présenter, comme nous ne l'avons pas encore publié, nous avons quand même créé un espace sur Internet qui s'appelle Vision 2100, où vous avez le rapport dans sa totalité, vous avez une synthèse qui a été faite, enfin une sorte de résumé, et vous avez aussi l'ensemble de la bibliographie qui a été mobilisée et les premiers webinaires, parce que nous avions fait aussi dans un premier temps des webinaires, où vous avez l'ensemble effectivement qui est restitué. Ce qui vous permet comme ça d'avoir une information précise sur cet exercice. Très bien, merci beaucoup. Alors, Anne-Laure, vous posez la question, pourrait-on avoir un écrit des 5 scénarios qui viennent d'être exposés? Où est-ce qu'on peut les retrouver en détail? Toujours sur le site que vous avez... Voilà, tout à fait. Alors, on peut faire 2 choses. On peut soit vous allez sur le site, soit je peux aussi vous envoyer, parce que j'ai fait une intervention en juin où j'ai présenté ces scénarios de manière très exhaustive, sachant que si vous allez prendre connaissance du rapport dans sa globalité, vous verrez que ces scénarios sont très longs, ils font plus d'une vingtaine de pages, ils sont extrêmement élaborés. Je vous ai parlé des 3 bifurcations 2025, enfin, à partir de 2025, 2040, 2060. En fait, ils sont à chaque fois décrits d'une manière extrêmement précise en mobilisant toutes les mégatrends que nous avions mobilisées dans une approche, ce qu'on appelle polymorphe. Donc, vous pouvez soit l'avoir sur le site, soit je peux vous envoyer en tout cas cette intervention. Très bien, merci beaucoup. Une question de Sandrine. Alors, vous avez présenté à un moment un schéma avec des flèches qui conduisaient à différentes trajectoires en lien avec les 5 scénarios. La question de Sandrine est la suivante. Comment comprendre le poids des flèches et l'attribution de points, pardon, sur le schéma des trajectoires? Est-ce qu'éventuellement vous pourriez le remettre à Oui, l'écran? c'est ce que j'étais en train d'essayer de faire. Merci. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, exactement. Alors, en fait, par rapport à... Alors, le point, là, c'est ce qu'on appelle la méthode des arborescences. Alors, le problème, c'est que moi, c'est un peu caché là, par rapport à l'écran. Vous avez un poids 3 ou un poids 1. En fait, c'est sur la faisabilité du scénario. Le poids est attribué en fonction de la faisabilité, enfin, que nous déterminons par rapport à un certain nombre de variables que nous mobilisons. Donc, ça nous permet de regarder un peu, effectivement, quels sont ceux qui sont les plus crédibles et ceux qui sont les plus difficiles. Par exemple, quand je vous ai dit, je vous ai présenté les 5 scénarios, je vous ai mis, par exemple, celui sur ce qu'on appelle de l'Anthropocène à la Symbiocène. Bon, c'est un scénario qui, pour nous, est très vertueux et très positif. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde le contexte aujourd'hui, quand on parle de la situation d'aujourd'hui, on peut se dire, avant d'arriver là, il va falloir qu'il se passe beaucoup de choses et notamment beaucoup de changements de choix de stratégie et de politique
pour en arriver à ce scénario idyllique de rentrer dans une société symbiocène. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire que pour élaborer enfin, les trajectoires, on les a identifiées. On a regardé le comportement susceptible, plausible des acteurs, les choix des politiques publiques, et ensuite, on leur a donné un poids. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait. Voilà. Très bien, merci, merci Christine. Une Est-ce autre, que c'est assez audible ou je vais un peu plus loin dans la réponse? c'est tout à fait, enfin, je verrai, hein, peut-être que sinon, le message, le fil de discussion est là pour ça, éventuellement pour revenir sur certains points, mais vu que d'autres questions arrivent, je voudrais éventuellement voilà, vous les relayer. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour construire les scénarios? Alors là, des exemples, des outils statistiques, de modélisation, de l'intelligence artificielle. Quelle est la palette finalement d'outils que vous mobilisez pour ces D'accord. scénarios? Alors, en fait, quand je vous ai présenté la métaméthode, je vous ai dit qu'elle était en trois grands temps. Si je me focalise sur le premier temps, qui est la phase comprendre, l'élaboration du diagnostic. Donc, en fait, donc pour élaborer ce diagnostic, nous avons donc fait une compilation enfin, on a fait une veille qu'on appelle une veille prospective sur l'ensemble des travaux euh, publiés à notre période, enfin aujourd'hui, sur les thématiques que nous voulons mettre en évidence, c'est-à-dire par exemple sur la phase démographique, ben, nous avons mobilisé l'ensemble des travaux sur l'évolution de la démographie. À la fois, alors c'est là où il y a une difficulté, à la fois en France, parce qu'il y a toujours ce regard de la France, mais aussi au niveau mondial. Nous avons mobilisé toute la statistique publique au niveau mondial dans tout l'ensemble des pays. Ensuite, nous avons fait la même chose pour l'évolution de la technologie, l'avancée de la révolution numérique et de l'intelligence artificielle, avec notamment ce qu'on appelle les intelligences disruptives. Ensuite, et génératives. Ensuite, nous avons fait la même chose pour l'ensemble des mégatrends. Rappelez-vous, les mégatrends, je les remets dans l'autre sens. On a fait ce travail d'identification sur la base des thèmes, des items, des mégatrends qui nous paraissaient importants. Donc, c'est ce que nous avons fait. Ensuite, nous avons essayé de les ordonnancer dans une sorte de matrice polymorphe pour voir un peu leur poids et de façon à pouvoir ensuite les mobiliser dans l'élaboration de nos scénarios. Et ce que nous avons fait, parce que c'est aussi un point important, c'est de regarder, je vous l'ai dit, les comportements possibles des acteurs, c'est-à-dire le jeu des acteurs, les relations possibles entre l'ensemble des acteurs dans une approche très systémique des choses. Comme ça que nous avons travaillé. Euh, alors, je reviens sur les scénarios puisque d'autres questions arrivent éventuellement. Pourriez-vous remettre le schéma, s'il vous plaît? Ah, alors, je reviens sur le schéma. Plusieurs questions. Alors, pour compléter la question que posait Sandrine tout à l'heure, donc d'après elle, le scénario 5 a donc peu de chances de se passer. Alors, en comparant le scénario 5 et le scénario 3, Alors, en fait, là, je vous ai mis des numéros, je ne vous ai pas mis les intitulés, hein. c'est ça, Parce d'accord. qu'au départ, le schéma, on l'a construit comme ça. Et après, on est rentré dans le détail de l'ensemble des scénarios. Donc, du coup, faites attention, ne pensez pas que le scénario 5, c'est par exemple, quand je les ai décrits, je vous ai dit, le dernier scénario, c'était le techno-asservissement. Oui, D'accord? Mais en oui, fait, c'est pas le 5. oui, très Donc, bien. faut surtout pas vous attacher. Là, c'était pour vous montrer la façon dont on avait construit un petit peu nos trajectoires et montrer comment les choses pouvaient se passer pour élaborer un certain nombre de scénarios avec des situations imaginables, plausibles. Mais dans la présentation ensuite du descriptif et de l'intitulé des scénarios, il ne faut pas les Correspondance, rattacher aux numéros qui sont là. très bien. Et D'accord. Sachant que quand même, pour vous dire, pour nous, enfin les scénarios qui sont les plus possibles, aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, maintenant, est-ce que les choses elles peuvent changer? Quand on regarde dans la situation dans laquelle nous sommes, en tout cas en France, ou même en Europe, ou même au niveau des États-Unis, le scénario du techno-solutionnisme au techno-humanisme, c'est quand même un scénario au fil de l'eau, donc il est très probable. Et le scénario qu'on appelle un monde pluriel, alors c'est forcer le trait, bien sûr, mais le monde pluriel surarmé est aussi envisageable. Enfin bon, on voit bien que la montée en puissance des conflits et le retour sur la scène de la géopolitique avec des situations de conflits qui aujourd'hui
ne trouvent pas de solution parce qu'il n'y a pas de volonté de trouver des solutions. Sincèrement, ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre de l'Ukraine ou le conflit en Palestine nous amène de toute façon à nous dire que ce scénario du monde pluriel armé sera sûrement, malheureusement, un scénario qu'il ne faut pas occulter. D'un autre côté, ça peut être un scénario noir et alarmiste, mais ça permet, des scénarios, on les construit aussi pour faciliter une prise de conscience, pour se dire, attention, là, est-ce qu'on n'a pas intérêt à réagir avant d'arriver dans le mur, d'une certaine manière? Une question de Sandrine, est-ce que la théorie des points de bascule est prise en considération dans l'analyse de faisabilité des scénarios? Si oui, comment? Alors, on a, sur ces points de bascule, en fait, on les a, non. On les a pas, enfin, ce qu'on a, alors ça dépend ce que vous entendez par point de bascule. Si vous entendez point de bascule, les bifurcations possibles, parce qu'on a une stratégie, puis en fait on s'aperçoit à un moment donné que cette stratégie n'a pas d'effet par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés, on va repartir vers autre chose. On repart par exemple dans voilà, la trajectoire C. Vous avez une trajectoire qui finalement peut aller de temps zéro, vous voyez la flèche verte là. Oui. Trajectoire C, on continue la projection et tranquillement, on va vers l'élaboration du scénario 4. D'accord? Ça, c'est une trajectoire un peu linéaire, c'est-à-dire qu'on a identifié des objectifs, on a mis en place les outils et les politiques pour réaliser ces objectifs et finalement, on y arrive sans trop de problèmes parce que le comportement et le jeu des acteurs va dans le bon sens. Donc, c'est une trajectoire relativement linéaire, d'accord? Par contre, vous voyez, il y a une flèche vert clair, vous voyez, plus fine, qui remonte vers un scénario 3. Vous voyez celui-là? Oui. Là, il y a un élément de bifurcation. C'est-à-dire que c'est un élément de... Alors, on peut dire que pour nous, une bifurcation, c'est un élément de bascule. C'est-à-dire qu'on prend conscience que nos objectifs qu'on avait déterminés ne sont... finalement, on ne s'est pas donné peut-être l'ensemble des panels, des outils possibles ou les politiques à mettre en place. Du coup, on n'y arrive pas. Et au contraire, la situation s'aggrave. Du coup, on repart sur autre chose, vers une autre voie. Voilà. On peut l'interpréter comme ça. Moi, je parle de bifurcation, mais ça peut être des éléments de point de bascule. Effectivement. Je me permets juste de prendre la parole pour préciser la question, parce qu'en fait, quand on parle de théorie des points de bascule, c'est à partir du moment où un certain taux de la population, comment dire, c'est des théories qui sont beaucoup utilisées dans j'ai envie de dire, les démarches de développement durable, de responsabilité Oui, sociale d'accord. ou environnementale, hein. C'est vraiment l'idée que arriver à un certain taux de participants au niveau local, je ne parle pas au niveau politique, mais au niveau local, mettre en place des actions, il y a un point de bascule au niveau global et donc au niveau de la société. C'était de D'accord. ça dont je parlais. D'accord. Ok. Donc là, c'est un autre concept. Effectivement, je vous remercie de l'avoir précisé, puisqu'on n'est pas parti du tout là-dessus. Non, non, ok. Alors, le temps passe. Encore quelques questions. Alors là, je ne garantis plus l'ordre et la cohérence, ou la logique, en tout cas, entre ces questions. Mhm. Une question d'Ingrid. Suite à cette méta-méthode CAP, est-ce qu'il y a une étape de proposition de solution en fonction de chaque futur imaginé? Alors, alors, attendez, je remets, il faut que je fasse ça. Là, c'est le point proposé. C'est exactement ça. C'est des recommandations, enfin, des propositions que nous avons faites comme grand principe d'action pour. Alors, c'est très ambitieux, la communauté mondiale, mais c'est de faire des recommandations qui pourraient être prises en charge par les États, si vous voulez vraiment le faire, ou peut-être des organisations internationales, sachant que les organisations internationales aujourd'hui sont quand même en grande crise et ont peut-être besoin de se repenser. Donc, nous avons fait des propositions. Nous ne les avons pas fait, comment dire, euh, en accroche à chaque fois avec un scénario. On a présenté 5 scénarios, donc avec des champs possibles, qui sont plutôt une volonté d'alerte par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, en disant il va falloir faire quelque chose et donc trouver une trajectoire. Et ensuite, nous avons fait des recommandations, mais qui sont plutôt, comment dire, par rapport peut-être à la perception que nous avons sur l'évolution du monde et ce qu'il faudrait faire pour finalement inverser les tendances lourdes. Parce que je ne vous en ai pas parlé, mais il y a des concepts qu'on appelle les tendances lourdes, des faits porteurs d'avenir, des signaux faibles, etc. Donc là, on est plutôt, ces recommandations que nous avons faites, nous les faisons quand même au regard de l'analyse que nous avons construite pendant tout cet exercice et ce qui nous paraîtrait extrêmement important
à mettre en scène pour pouvoir faire changer la situation dans laquelle on est. Parce que, bon, c'est un exercice qui montre quand même que si on ne bouge pas, on va aller dans le mur. J'ai été quand même frappée de voir l'ancien ministre de l'écologie sous Macron 2, enfin, gouvernement de Macron 2, dire réellement, dire on ira à 4 degrés, à plus de 4 degrés en 2100. Donc ça veut dire que bah, de toute façon, voilà, il y a une prise de conscience, mais ben voilà, ben, on laisse faire et puis on verra. On y arrivera, mais comment on s'y prépare, comment on peut inverser la courbe, bah, ça n'a pas été proposé. Donc, c'était plutôt par rapport à ce choix que nous avons fait ces recommandations. Merci. Une question d'Amélie. L'éducation et le système éducatif fait-il partie des composantes prises en compte pour élaborer des scénarios? Alors, là, oui, oui, on a, comment dire, pour répondre précisément. C'est vrai, dans mes bécatraines, je ne l'ai pas mis, parce que j'ai été assez vite. Mais on a effectivement une réflexion en termes de diagnostic sur l'évolution des systèmes éducatifs. Et d'une certaine manière, dans certains scénarios, on met en scène, c'est une façon de parler, on a la variable éducation, par exemple, dans le scénario où on est sur le symbiosène, en disant que finalement, il y a besoin de faire prendre conscience aujourd'hui que les technologies, si on les mobilise d'une manière très importante pour être d'une certaine manière, se substituer à la prise de décision et le discernement, parce que c'est un peu ce qui peut se passer. Je vous rappelle que, par exemple, il y a un livre qui est sorti récemment de Laurent Gounel, qui s'appelle Un monde presque parfait. Alors, c'est un ouvrage un récit, hein, c'est pas un exercice de prospective, mais qui montre qu'on risque d'arriver dans une désillumination de notre société par la technologie, poussée à son excès, et notamment par l'hyperconnexion. Bon. Et là, dans un des scénarios, on montre que là, il y a vraiment une nécessité à ce que le système éducatif reprenne en main cette logique de démarche, de prise de connaissance, de prise de discernement, de prise de se prendre en charge dans la construction de ses savoirs et de ses connaissances, pour ne pas rentrer dans un modèle finalement de 1984, pour aller très vite. Donc, on a effectivement des propositions qui sont faites dans ce cadre-là, effectivement. Alors, je vais peut-être agréger deux questions pour terminer parce qu'il est bientôt 14 heures. Avant, juste une remarque nous a été faite. Des documents sur le site 2100 n'ont pas été trouvés. Peut-être qu'on pourra apporter et construire une petite bio avec des liens très Oui, précis après d'accord. le webinaire qu'on Ok. pourra Parce que associer à vous l'enregistrement. n'avez pas trouvé Vision 2100, c'est étonnant quand même. Voilà, si le site, oui, mais les documents, enfin voilà. Mais si vous permettez, Christine, on pourra voir cela après pour voilà, en faciliter l'accès. Les deux derniers points, c'est déjà comment conjuguer la lucidité sur les scénarios qui sont sombres et la capacité à inspirer l'action et l'espérance. Première question, et peut-être plus largement, comment vous adressez-vous au grand public sur ces sujets? Parce qu'il, bien sûr, il paraît important que tous les citoyens aient conscience de ces enjeux car nous pouvons aussi influer par le vote sur les choix politiques. Voilà ces questions un peu d'ouverture. Comment est-ce qu'on s'adresse aux personnes, aux citoyens, aux étudiants, bien sûr, sur ces questions? Alors, deux éléments de réponse par rapport à cette interpellation. La première chose, c'est que, effectivement, je vous ai dit que nous étions dans l'élaboration d'un rapport, enfin, d'un ouvrage qu'on aimerait rendre public par une publication, par une édition. Simplement, on s'est demandé, est-ce que ça a du sens aujourd'hui? Parce qu'en fait, on peut voir il y a beaucoup d'exercices de prospective qui sont publiés. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont pas toujours, ils touchent pas le public d'une certaine manière. Ils touchent un public peut-être d'initiés, un public d'experts, de prospectivistes, mais ils ont du mal à trouver le grand public. Et moi, je suis interpellée de voir que, par exemple, des ouvrages comme celui que je vous ai donné de Laurent Gonel ou un qui est extrêmement intéressant qui s'appelle Le ministère du futur de Kim Stanley Robinson, qui est un ouvrage qui a été, au début, il n'a pas eu beaucoup d'écho, et tout d'un coup, il y a une prise de conscience de ce qu'il pouvait mettre en évidence, à tel point qu'il est maintenant publié dans toutes les langues. Enfin, c'est incroyable. Du coup, on s'est dit, comment faire? Parce que, bon, ces exercices de prospective, comment les faire connaître? Alors, premièrement, par ce qu'on appelle des présentations
des interventions pour porter notre ouvrage. Déjà, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est d'aller à l'encontre des jeunes. C'est-à-dire que nous avons organisé un World Café déjà, on en a fait un, pour présenter cet ouvrage et mettre en scène aussi, par exemple, nos scénarios avec des jeunes en situation de les mettre dans la pensée prospective, enfin dans la réflexion prospective. On a fait des interventions dans des universités, notamment on a présenté cet ouvrage à l'Université de la Cato de Lille, qui a un département de prospective, et on a présenté cet ouvrage devant 350 étudiants, toutes disciplines confondues. Et on les a mis en situation d'atelier, enfin bon, c'était sur une journée entière. Voilà, c'est un autre élément de réponse. Et enfin, nous pensons que, alors, il faudrait le faire. Nous avons fait un jeu de prospective pour sensibiliser à la prospective qu'on a appelé la grande transition. Alors, c'était sur notre ouvrage La grande transition, on a fait un G sur la grande transition. Là, on pourrait, sur 2100, il faudrait remettre en place une réflexion et créer un jeu qui nous permet effectivement de nous mettre aussi en situation. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une présentation d'un diagnostic et d'une vision possible de ce que peut être l'avenir, ou un champ possible de ce que peut être l'avenir, mais c'est aussi, finalement, mettre les gens en situation de penser l'avenir. Voilà. C'est mes éléments de réponse que je peux vous donner. Donc, il y a sûrement d'autres. Alors, après, on s'était dit, mais là, c'est un peu compliqué. On avait travaillé au tout début avec des documents. Comment on appelle ça? Des documents. Comment on appelle ça? Documentaliste, non? Oui, mais pas des documentalistes, ceux qui créent des documentaires. Ah, zut, vous voyez ce que je veux dire? Des films, enfin voilà. Oui. Un Des support sous forme réalisateurs. d'un documentaire qui pourrait être diffusé sur un large public, ou même sur Internet. Et là, c'est autre chose, c'est de mettre en scène à ce moment-là, sous forme de petites scénettes, les résultats de nos travaux. Eh bien, 14h02. Alors, j'ai peut-être pas répondu à toutes les Merci. questions, je m'excuse par avance. Non, non, mais déjà beaucoup, beaucoup d'éléments. Bon, en tout cas, merci pour cette intervention très, très riche, très précise. Je l'espère qu'elle aura été utile et appréciée par tous les participants de ce webinaire. Écoutez, je laisse la parole à Delphine pour conclure. Écoutez, d'abord, merci Christina Fria pour cette présentation très complète. Juste, je rappelle que ce direct a été enregistré, que le replay sera disponible dans les tout prochains jours sur notre chaîne YouTube UVED ainsi que bien sûr sur notre site. Mais vous pouvez aussi retrouver sur le portail du VED la programmation ainsi qu'un récapitulatif en fait des directs qui ont été proposés jusqu'ici dans le cadre de la formation des enseignants du supérieur. Nous vous mettons à disposition les liens vers les enregistrements des directs, les documents support, que ce soit les diaporamas, les biblios. Et une dernière info, c'est que tous ces contenus de formation sont accessibles aussi sur la plateforme Moodle UVED, ce qui vous permet, et ce qui permet aussi aux enseignants des établissements qui réécouteront l'enregistrement, eh bien, de les récupérer et de les réinstaller sur vos propres plateformes de formation. Nous vous tiendrons informés de la date du prochain webinaire et de la thématique qui aura été choisie. Nous vous souhaitons une très bonne après-midi. À bientôt donc et merci encore, Madame Afria. Au revoir. Au revoir. Merci.